Bienvenue au webinaire. Mon nom est Sarah et je suis votre modératrice aujourd'hui. À l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario ou l'OSANO, nous offrons une série de webinaires couvrant une variété de sujets qui touchent de près les personnes aidantes naturelles. Notre but, c'est d'offrir de l'information et du soutien à ces personnes qui offrent gratuitement leur temps pour prendre soin de quelqu'un dans le besoin. J'aimerais commencer par saluer les peuples autochtones de toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Pour ma part, je me situe sur les territoires traditionnels des peuples Ojibwe, Anishinaabe et Mississauga de la rivière Crédit. Et dans le cadre de mon rôle à l'OSANO, je travaille dans des communautés à travers l'Est ontarien, alors sur des territoires couverts par les traités Williams et du Haut-Canada, ainsi que le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin. Notre équipe est dévouée à un processus d'apprentissage pour mieux reconnaître les territoires traditionnels sur lesquels nous travaillons. Nous le faisons pour réaffirmer notre engagement et notre responsabilité dans l'amélioration des relations entre les nations et pour améliorer notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et leur culture. J'aimerais mentionner aussi que janvier, c'est le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Et donc, c'est pourquoi notre webinaire aujourd'hui porte sur les troubles neurocognitifs. Les troubles neurocognitifs, c'est un terme général qui fait référence à différents troubles du cerveau. Et les 8A mentionnés dans le titre du webinaire sont une façon de comprendre comment les troubles neurocognitifs affectent le cerveau. Chaque A représente des dommages causés à une partie du cerveau. Et en comprenant les raisons pour ceci, vous allez améliorer votre capacité à soutenir votre proche et à bien vivre avec un trouble neurocognitif. Alors, sans plus tarder, j'aimerais présenter notre conférencière. Donc, Josée Desrochers-Leduc, bienvenue. Voilà. Josée est la coordonnatrice en éducation pour la Société Alzheimer de Cornwall et Région. Dans ce rôle, elle fournit un soutien éducatif aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif, aux personnes aidantes naturelles et aux professionnels de la santé. Josée coordonne une variété de programmes et anime des ateliers d'éducation sur divers sujets pertinents aux troubles neurocognitifs. Et sa vision, c'est d'éduquer le plus de gens possible sur l'impact de la stigmatisation sur les personnes atteintes de troubles neurocognitifs et leurs familles. Alors, bienvenue, Josée, je vous cède la parole. Merci, Sarah. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de passer ces moments avec vous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va parler des 8A des troubles neurocognitifs. Comme Sarah a bien expliqué, c'est une façon de comprendre un peu plus les dommages qui se font au cerveau. Alors, mais avant de parler des 8A, je pense que c'est très important qu'on comprenne c'est quoi un trouble neurocognitif. Alors, les troubles neurocognitifs, c'est un terme général qui fait référence à différents troubles au niveau du cerveau. Il y a plusieurs troubles neurocognitifs, plus que 100. Le trouble neurocognitif le plus commun, c'est la maladie d'Alzheimer. Ensuite, il y a les problèmes neurovasculaires, la démence vasculaire, les démences corps de Lewy, frontotemporale. Ces démences-là, ils ont une chose en commun, c'est ils font référence à un échec au niveau du cerveau. Ces troubles neurocognitifs affectent la mémoire, la motricité, le langage, le comportement. On sait que notre cerveau, notre cœur est en charge de tout. Mais le cerveau, chaque partie du cerveau a sa fonction. Comme vous pouvez voir dans l'image qui est présentée, chaque partie du cerveau a une fonction. Alors,
exemple, le lobe frontal, on entend souvent parler hein, des problèmes frontaux, des choses comme ça. Alors, s'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau frontal, mais c'est sûr que ça se reflète au niveau de notre corps physique, de notre corps mental et tout. Même chose avec les autres lobes. C'est sûr que le cerveau humain, c'est complexe. C'est sûr que c'est compliqué, mais ça vous donne une petite idée que s'il y a une partie du cerveau qui ne fonctionne pas bien, ben, il va sortir quelque chose de tout ça. Alors, on va commencer avec les 8A des troubles neurocognitifs. Alors, les 8A, c'est une façon de comprendre comment les troubles neurocognitifs affectent le cerveau. Alors, chaque A représente des dommages causés par une partie du cerveau. Alors, si on pense à notre image qu'on a vue avant, dans chaque partie du cerveau, il y a, s'il y a des dommages causés, ben, il va y avoir un A, disons. Alors, toutes les personnes atteintes n'ont pas nécessairement toutes les A. Puis, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la présentation, ça va être plus clair. Alors, le premier A, c'est l'agnosognosie. L'agnosognosie, c'est la perte de la capacité de se rendre compte de son état de santé. La personne oublie qu'elle oublie, puis elle blâme les autres que les choses vont mal. Ils n'ont aucune idée. Des fois, les gens vont nous dire « Oh oui, mais ils sont dans le déni. » Non, pas nécessairement. C'est vraiment une condition au niveau du cerveau qui fait que tu n'as aucune idée de ta maladie. Le jugement dépérit, parce que la maladie, elle, empire. Alors, souvent, ces gens-là, ils vont accuser les autres de voler. Des choses comme ça. Fait que je suis sûre que vous pouvez penser à, si vous avez un être cher qui vit avec une démence, c'est pas tout le monde, mais il y en a des fois qui vont dire « Hey, où c'est que tu as mis ça? Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Pourquoi tu as pris ça? » Puis que dans le fond, c'est eux qui ont caché des choses. C'est la perte de conscience de soi. PVAD veut dire personne vivant avec une démence. Elle ne sait pas ce qu'elle ne sait pas. Alors, la stratégie d'approche avec quelqu'un qui vit avec l'agnosognosie, c'est de valider ses préoccupations et ses sentiments. Oui, je comprends. Je vais t'aider, on va le trouver. C'est vraiment de valider. On va pas... Au fur et à mesure que la présentation va se faire, on va voir que la validation joue un rôle très important dans la vie d'une personne atteinte. Éviter de les défier, ça donne rien. On dit une personne qui vit avec un trouble neurocognitif fait du mieux qu'ils peuvent avec ce qui leur reste. Alors, les défier va juste causer plus de frustration. S'assurer qu'on a des dispositifs de sécurité, puis l'utilisation des aides visuelles, c'est très, très positif aussi. Okay. Le deuxième A, c'est l'amnésie. La plupart d'entre nous, on a une bonne idée c'est quoi l'amnésie. Mais quand il y a une perte de mémoire, c'est incroyable les situations qui peuvent être engendrées suite à une amnésie. Alors, c'est la perte de la mémoire. On sait comment la mémoire est importante. Hein? La personne ne peut pas se souvenir des conversations récentes, des commentaires et des questions. L'accès à l'information se fait à partir du passé. Ça, ils vont s'en souvenir un peu plus facilement. Par contre, au fur et à mesure que la maladie progresse, le passé devient de plus en plus éloigné. Difficulté quant à la séquence des activités. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé après?
Il mélange les choses des fois. Il mélange les situations. Ça, c'est l'amnésie. La stratégie d'approche, c'est garder une routine constante. Répéter si nécessaire. Aide visuelle encore, de l'aide qui est très précieux. Un agenda, je m'excuse, je vois que j'ai fait une erreur, calendrier, etc. Mais la routine, très, très important. C'est des gens très, très, très routiniers. C'est assurant quand une personne a une routine. Alors, souvent, quand on les sort de routine, il y a beaucoup de confusion qui peut déclencher de l'anxiété et de l'angoisse. Alors, le troisième A, c'est l'agnosie. L'agnosie, c'est la perte de la connaissance des informations sensorielles. Alors, la perte de la connaissance de la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat. Alors, ça vient mélanger mauvaise interprétation de ce qu'elle voit ou entend, perte de la capacité de reconnaître son entourage. Elle confond les objets entre eux. Tu peux demander d'aller chercher un marteau, ils peuvent revenir avec un tournevis. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont venus avec un outil. La personne n'est pas capable de voir un objet qui est dans son champ de vision, dépendamment où elle en est dans sa maladie, parce que le champ de vision change, la vision change. Alors, la stratégie d'approche est s'introduire, offrir une chose à la fois, démontrer l'utilisation de l'objet, puis utiliser les autres sens, d'utiliser le visuel beaucoup, beaucoup. Puis en utilisant le visuel, on peut utiliser la parole. Ensuite, on a l'aphasie. L'aphasie, c'est la perte du langage, de la parole et la compréhension. Alors, quand une personne vit avec l'aphasie, elle cherche ses mots, elle peut revenir à sa langue maternelle, elle utilise un mot à la place de l'autre, elle ne les met pas dans le bon ordre. Alors, quand une personne a de la difficulté avec ça, elle a aussi de la difficulté à comprendre ce que les autres disent. Ça va ensemble. Les stratégies d'approche, encore, utiliser les gestes visuels, des gestes et des aides visuelles, donner des directives clairement, parler lentement, utiliser des petites phrases, des mots-clés, utiliser notre langage verbal, parce que notre langage verbal, c'est seulement 7% de la carte de langage. Alors, utiliser le non-verbal, c'est très, très bien aussi. Puis, ça l'aide à la personne à faire les connexions. Ensuite, on a l'apraxie. L'apraxie, c'est la difficulté à effectuer des mouvements volontaires adaptés à un but. Exemple, la manette de télévision. Des fois, ma mère vit avec une démence, puis la manette, là, c'était toujours comment je peux dire ça? C'était toujours à refaire parce que la manette, en tout cas, finalement, il a enlevé parce que n'en venait pas à bout. Le micro-ondes, ces choses-là, c'est la difficulté à diriger une partie du corps afin d'accomplir des tâches familières. Coordonne mal ses mouvements. Difficulté à comprendre les directions aussi. Il y a des gens qui sont comme ça au départ. On ne parle pas de ces gens-là. Mais quand quelqu'un vit avec un trouble neurocognitif, il peut avoir de la difficulté à suivre les directions en haut, en bas, en arrière, en avant, à gauche, à droite. Tu vas dire à gauche, ils vont aller à droite. Tu vas dire à droite, ils vont aller à gauche, en haut, en bas. La personne se déplace difficilement. C'est plus difficile pour elle à se déplacer. Puis elle met les choses dans le mauvais ordre.
Alors, c'est de l'apraxie quand quelqu'un s'habille, puis disons, vont mettre le bobette par-dessus le pantalon. Alors, des situations comme ça. Alors, la stratégie d'approche pour aider avec l'apraxie, c'est de simplifier la tâche dans la mesure du possible. Concentrer sur une étape à la fois et démontrer l'action, comme brosser nos cheveux, brosser nos dents, même s'habiller. Si le linge est placé en ordre, tu donnes un morceau de linge à la fois, puis tu démontres l'action. Ça l'aide beaucoup à la personne. Le prochain A, c'est l'apathie. Ça, c'est la perte du dynamisme, moins de motivation à faire des choses. C'est la réduction de l'activité ou aucun commencement d'activité. On dit que c'est le moteur d'initiation qui est affaibli. La personne a de la difficulté à commencer une action. Elle peut ou pas avoir de réaction émotionnelle. Elle perd l'intérêt dans les activités. Elle semble manquer d'apathie et a de la difficulté à considérer le point de vue des autres. Elle ne voit pas les choses du point de vue de l'autre. Des fois, les gens vont dire « Mon être cher, il est rendu égoïste. » C'est pas parce qu'il est égoïste, c'est parce qu'il vit avec de l'apathie. La personne semble heureuse de rester assise dans sa chambre toute l'après-midi. Si son moteur d'initiation n'est pas stimulé. Alors, la stratégie d'approche pour l'apathie, c'est d'aider au démarrage de la tâche. Ce que je veux dire par ça, c'est au lieu de demander à la personne, comme exemple, « Est-ce que tu as le goût d'aller prendre une marche? » La personne elle va dire non. Mais si tu dis à la personne, « Viens, on va aller prendre une marche », en faisant un geste physique et avec la parole, tu peux aider la personne à s'engrener dans la tâche. Le prochain A, c'est l'altération de la perception. Elle interprète de manière erronée ce qu'elle voit ou entend. Ça peut produire des illusions. Ce qu'elle voit est erroné. Elle perd la perception des couleurs et de l'acuité visuelle. Elle perd le sens de la profondeur. Elle confond les objets entre eux. Elle voit des choses qui n'existent pas vraiment, des hallucinations. Elle entend du bruit et interprète comme quelque chose d'autre. Elle voit un manteau, comme exemple, la personne peut voir un manteau sur un porte-manteau et croire qu'il s'agit d'une personne. Puis ça va causer une illusion. Elle peut avoir peur, parce que des fois, ça, c'est des choses qui peuvent arriver la nuit. Si la personne a une patère dans sa chambre, puis il y a des choses dessus, elle peut se réveiller confuse, puis dire qu'il y a quelqu'un qui la regarde. Quelqu'un qui se regarde dans le miroir, puis il ne se reconnaît pas. Puis la stratégie d'approche, c'est la signalisation visible en gros caractères, ça c'est important. Le contraste, utiliser les gradateurs et puis éliminer les ombrages. Puis ce qui est souvent recommandé, c'est quand vous asseoir où ce que la personne s'assoit et regardez autour de vous qu'est-ce qui pourrait porter à confusion pour la personne vivant avec un trouble neurocognitif. Et le dernier, c'est l'attention soutenue. Ça, c'est un nouveau A. Quand j'ai commencé dans le domaine, il y en avait 7. Et il y avait 7 A. Maintenant, ils ont rajouté l'attention soutenue. C'est de la difficulté à se concentrer sur une chose ou changer d'une chose à l'autre. Le focus n'est plus là.
facilement distraits et difficulté à garder le focus sur la tâche. Ils peuvent être après manger, puis d'un coup, ils vont aller faire autre chose. Déplier des serviettes. C'est quasiment un ADD. Distrait par le bruit, alors ne peut pas se concentrer sur ce que vous dites. Attention, elle est très, très courte. La stratégie d'approche pour une attention soutenue, c'est parler à une personne à la fois. Parler une personne à la fois. Souvent, des fois, ce qui arrive, c'est que si tu as une personne atteinte puis il y a un groupe autour d'elle, premièrement, ça peut occasionner beaucoup d'anxiété. Et deuxièmement, la personne, elle n'est pas capable de mettre le focus sur la personne qui parle. Alors, parler une personne à la fois. Réduire les bruits et les distractions. Si on essaie d'avoir l'attention de quelqu'un, mais il y a de la musique, il y a des enfants qui parlent de l'environnement. Vraiment regarder l'environnement de la personne. Quand une personne a un problème d'attention soutenue, on va recommander des fois plusieurs petites visites, mais des petits groupes à la fois. Puis, la personne, elle se sent être plus capable de porter son attention si le groupe est plus petit. Et présenter un objet à la fois, une chose à la fois, pas plein de choses à la fois parce que la personne devient surpassée. Alors, il est possible que la personne qui vit avec une démence, comme on a pu voir dans les 8A, ait de la difficulté à comprendre. Puis on a vu que si elle a de la difficulté à comprendre, elle peut avoir de la difficulté à se faire comprendre. Elle peut avoir de la difficulté à comprendre ce qui est attendu d'elle. Puis la difficulté avec l'interprétation des événements. Si on met les 8A ensemble, c'est un peu ce que la personne vivant avec une démence peut vivre. Important à retenir. Les troubles neurocognitifs égalent à un échec du cerveau. Le cerveau est en échec. Alors, la personne qui vit avec ces troubles fait de son possible avec ce qu'elle lui reste. Merci. Merci beaucoup, Josée. J'ai vraiment apprécié. Je pense que c'est très, très pratique ce que vous avez présenté. Je pense que ça donne vraiment un excellent cadre pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec la personne et puis des stratégies pratiques aussi.